Alors bonjour à tous, et je voulais vous dire combien il est agréable de recevoir un poète tel que Jean-Pierre Siméon, un prince, un dieu de l'Olympe. Vous êtes sur l'Olympe, mesdames et messieurs. Alors je sais aussi qu'il y a de mauvaises langues qui affirment que les poètes sont aussi bavards que les politiques. Il y a tout de même une différence essentielle que je vais vous expliquer. C'est que les politiques ne parlent que la langue de bois, tandis que les poètes utilisent le bois précieux. Et nos avenirs, ceux que Jean-Pierre va nous dévoiler tout à l'heure, sont élaborés avec l'art de l'ébéniste, du marketeur et même du luthier. Parce que vous l'entendrez, grâce à quelques voix du Théâtre populaire de Champagne, vous l'entendrez dans ce nouvel opus, Jean-Pierre Siméon compose une poésie qui chante, une poésie qui violoncelle, une poésie qui oboïse. Voilà ça. Le hautbois, vous savez, dans l'Orchestre symphonique de l'Aube, c'est lui qui donne le la dans l'orchestre symphonique avant le violon. Eh bien, Jean-Pierre Siméon est le hautbois de la poésie. Vous ne le saviez pas, je vous le dis. Alors, ceci dit, il n'y a pas que les mots à considérer. Il n'est pas là pour vous expliquer le chiasme ou la litote. Il y a dans ces mots des idées qui sont transportées dans le poème, et le poème qui est une merveilleuse machine à jouir et à penser l'avenir. Alors, quelles idées trouve-t-on dans ces poésies? Alors, nous l'avions fait venir, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps déjà, il y a 9 ans, « Autant suspend ton vol », comme disait l'autre. Et nous lui avions demandé, est-ce que la poésie sauvera le monde? Eh bien, mesdames et messieurs, vous vous en rendez compte, le monde est en plein désarroi. Le monde n'a pas lu son livre. On égorge dans les 5 continents, au nom de la liberté, au nom de la dépendance, de l'indépendance, et au nom même du progrès et de la raison. Là est le problème, justement, parce que les mots nous trompent. Les mots de l'amour sont devenus les mots de la guerre. Nous faut-il parler autrement? Je pense que Jean-Pierre pose la question. Nous faut-il un autre langage? Les mots d'aujourd'hui, c'est ce que je considère, sont des bâtons d'aveugle qui pourraient bien nous emmener dans des chemins malaisés, hasardeux, comme disait notre ami La Fontaine. Et des faucons maquillés à peine nous invitent déjà. Or, nous, à l'UPOP, nous n'invitons que des colombes. Des colombes qui, en grand nombre, prêteront leurs plumes pour écrire un mot, un seul mot, le mot « paix ». Et voilà pourquoi nous accueillons Jean-Pierre Siméon. Merci Jean-Pierre d'être là. Merci. Avant de donner la parole à 2 comédiens ou comédiennes, je rappelle que vendredi 14 mars, à l'Expression Libre, ce sera à 20h, avec la BIP, c'est-à-dire la Brigade d'intervention poétique, et qui est sortie du TPC, Théâtre populaire de Champagne, et c'est 10 ou 11 artistes, hommes et femmes. Eh bien, nous n'y parlerons ce jour-là qu'une seule langue, le siméon. À vous. Merci. Alors, on commence par la lecture de 2 poèmes, on avait dit. Les joies utiles. Il y a des jours d'oiseaux morts, de ciel tombé au caniveau, où nous nous levons pour faire un jour de plus, comme on rapièce une énième fois un vêtement trop usé.
Il y a nos gestes usés, oui, les douceurs manquantes, la voix vide, nos vertiges au bord du temps. Soit. Mais n'y a-t-il pas assez d'un crépuscule par jour pour qu'en toute chose nous obsède sa fin? Nul n'est libre de sa douleur, mais on peut n'en être pas le miroir. Le seul défi, le seul effort qui vaille, ne jamais être plus âgé que sa mort. Il est peu de joies utiles dans nos vies, mais chacune d'elles est un recommencement. Elle nous rend le plus perdu de nos visages. Nos joies les plus utiles sont nues. Elles ont la forme de nos mains et la langue de nos pas. C'est à l'intérieur de la nuit qu'elles vont chercher leur lumière et leur raison sauvage. Les joies utiles ne sont pas conciliantes. Elles ne jouent pas au dé avec la mort. Insolentes et fières, comme serait un vol de papillons dans la neige, elles chantent obstinément dans le désastre même. Regardons-nous. Mon Dieu, quel hiver dans les visages, quel froid dans les bouches. Si jeune encore et déjà vieux, le monde, déjà le grand âge qui tremble, plus que le cœur défait. Et lui chercher un avenir, c'est chercher des fruits aux arbres dans la neige. Hommes et ciel, tout usés, il fait si nuit dedans, qu'un moindre rire est un printemps. Mais moi qui suis vieux de beaucoup de pluie et de pas, je vous le dis comme l'enfant qui voit la mer dans une flaque. Laissez le froid aux effarés. Laissez le froid manger leurs lèvres. Prenez le premier vent qui passe. Sautez du lit, trouvez l'échelle, volez leur nid aux hirondelles. Dansez, dansez sur les toits, dansez, riez, défiez le vide, que votre rire éclate comme une orange qu'on égorge. Il est si rare, hélas, qu'on vive avant la mort. On dit que le soleil un jour avalera le monde. Faisons-en un destin pour nous-mêmes, que le soleil nous avale. Demandons, comme Goethe, jusqu'au souffle dernier, de la lumière, de la lumière, de la lumière. Merci. Alors, merci Jean, merci mes amis lecteurs et lectrices. Écoutez, vous avez entendu la tonalité de ces deux poèmes, c'est la tonalité de tout le livre qui est le prétexte de ma venue. Mais la tonalité qui est dans ce livre, elle était déjà dans le livre qu'a évoqué Jean, c'est-à-dire La poésie sauvera le monde. Et c'est une continuité. J'ai écrit entre les deux, d'ailleurs, un autre livre qui s'intitulait « Levez-vous du tombeau ». C'est pas moi qui dis ça. C'était une injonction, de mon point de vue, c'est une injonction que la poésie nous fait. Quand elle nous dit « Levez-vous du tombeau », elle nous dit, au fond, comme il est dit ici, il s'agit de vivre avant de mourir, n'est-ce pas? Et la grande question, c'est qu'on peut très bien vivre sa vie sans être vivant. Et pour moi, depuis toujours, la question de la poésie, elle est là. La poésie est une lucidité absolue.
contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce qu'on dit. Je l'avais dit la dernière fois, je le redis ici, parce que ce lieu commun est tellement ancré dans les têtes, et ça destitue la poésie de sa valeur et de son efficacité, d'une certaine façon. La poésie n'est pas une sorte d'ailleurs, de rêve qui nous arracherait au monde et qui nous sauverait des turpitudes du réel, n'est-ce pas? La poésie n'est pas une excuse de la vie. La poésie, c'est tout le contraire. C'est une lucidité absolue et une étreinte, une prise en compte farouche, totale, de la réalité dans toutes ses formes. C'est-à-dire que, beaucoup de poètes l'ont dit avant moi, plus il y a de poésie, plus il y a de réalité, disait Novalis, le grand poète romantique allemand de la fin du XVIIIe siècle. Plus il y a de poésie, plus il y a de réalité. Philippe Soupeau disait au début du XXe, la poésie c'est le réel absolu. Et je pourrais citer comme ça beaucoup d'autres poètes qui ne cessent de rappeler que les poètes sont des réalistes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les gens de la fuite, du regard, d'une sorte ils ne sont pas, en tout cas, ce qu'on en a fait à partir d'une interprétation complètement superficielle et stupide, à vrai dire, du romantisme, qui serait, les poètes seraient les gens de l'ailleurs, là-bas, on irait à bas, anywhere out of the world, comme disait d'ailleurs Baudelaire. C'est-à-dire fuyant le monde pour se réfugier dans quelques rêveries lointaines, etc. Non, même les romantiques ont été des gens, rappelez-vous, des gens de l'engagement. Aussi bien Lamartine que Hugo étaient des députés, et Dieu sait qu'ils ont œuvré dans la société. Non, tous les poètes, moi, qui m'inspirent et que je lis depuis toujours, sont des poètes soucieux de la vie sociale, du destin collectif. Et ils ne sont pas dans le ressassement de leurs petits problèmes personnels. Ça, c'est une réalité fausse de la poésie. Donc, de mon point de vue, et c'est ça que j'essaye de développer partout où je vais, devant tous les interlocuteurs que je rencontre, cette idée-là que j'essaie de développer, c'est que la poésie est tout le contraire donc de la fuite du réel. C'est une manière sans équivalent de prise en compte du réel, de saisie du réel, de compréhension du réel. Si on se prive de cette compréhension-là, on se prive de quelque chose d'essentiel et peut-être de consubstantiel à l'homme, la part la meilleure et la plus forte et la plus créatrice de l'humain. C'est-à-dire que, de mon point de vue, j'avais dit la dernière fois, et là je vais parler un peu au-delà, j'avais dit de mon point de vue que la poésie c'était d'abord, avant d'être des poèmes, avant d'être des livres, bien avant d'être un genre littéraire. Après tout, on s'en fiche d'un genre littéraire, n'est-ce pas? Excusez-moi, mais on va le dire. J'ai beau être agrégé de lettres, travailler dans l'édition, c'est pas en tant que genre littéraire que m'intéresse la poésie. Je ne parlerai pas des chiasmes et des hypallages, comme disait Jean tout à l'heure. La poésie est d'abord une manière d'être, une manière d'habiter le monde et de s'habiter soi-même. Et ça définit une position humaine existentielle première, fondatrice, fondamentale. Et cette position, les poètes ne cessent de la faire entendre à travers leurs poèmes, évidemment, comme un diapason. Le poème est le diapason de ça, de cette compréhension du monde autre, n'est-ce pas? Et cette position-là devant le monde, qui est tout le contraire de ce qui fait notre malheur aujourd'hui, cette position-là devant le monde, elle récuse le rapport de pouvoir. Elle récuse le rapport de pouvoir fondé sur l'obsession de l'avoir. C'est-à-dire que toute société humaine, depuis l'aube des temps, quelle qu'elle soit, à de très rares exceptions près, si on lit les ethnologues, les sociologues, etc., toutes les sociétés humaines se construisent d'abord sur une réalité première qui est un avoir, un lieu qu'on maîtrise, n'est-ce pas? Et les premières sociétés, elles se définissent par un groupe d'hommes qui possèdent un troupeau en commun, une terre en commun, et s'en suivent des échanges, n'est-ce pas? Et cette obsession de l'avoir, elle part d'un principe premier normal, c'est-à-dire qu'il faut un minimum d'avoir pour survivre, tout simplement. Nous sommes forcément des prédateurs, puisque quand nous venons au monde, nous sommes nus, et la première chose que nous faisons, c'est que nous prenons ce qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire l'air. On sort au monde, n'est-ce pas? Et on prend l'air, au sens propre, on respire. Et c'est le symbole, cette petite image est le symbole de tout ce que sera notre vie. Nous vivons aux dépens de notre environnement, forcément, par principe. Mais entre vivre dans cette dépendance qui peut être un échange, d'ailleurs,
puisqu'on peut enrichir l'environnement au lieu de simplement l'exploiter, au sens d'ailleurs tout à fait économique du terme, n'est-ce pas? Alors, on peut imaginer une autre position qui fait que, bien sûr, on a besoin de prendre pour survivre. Le corps a ses raisons, n'est-ce pas? Il a besoin de la subsistance, de la survie, on va dire, etc. Mais le grand problème de toutes les sociétés humaines, c'est que de cet avoir minimal nécessaire. On a fait surenchère. C'est-à-dire que cet avoir minimal nécessaire devient, au fond, très très vite, l'obsession d'un avoir plus grand, d'un avoir maximal bientôt, et d'une possession de plus en plus affirmée, d'une maîtrise sur tout le reste, sur l'autre avec un grand A. L'autre avec un grand A, c'est l'environnement, c'est le monde végétal, le monde animal. L'homme prend possession, occupe l'espace, n'est-ce pas? La vie humaine, et il pourrait l'occuper dans l'échange, dans la coprésence, comme le souhaitait Orphée ou Saint François d'Assise, c'est-à-dire un humain qui est dans une sorte on va dire, de symbiose avec l'univers qui l'entoure. Mais ce n'est pas seulement une domination sur l'autre végétal, minéral, animal, etc. Ça devient très vite une domination sur l'autre humain, n'est-ce pas? Puisque lui aussi possède. Et donc, je vais très vite dans cette description-là du fonctionnement social, mais très vite, ces questions ont été posées par Rousseau et par bien d'autres philosophes d'ailleurs, mais très vite, toute société se constitue on va dire, dans un délire de pouvoir et de maîtrise. Et aujourd'hui, on est dans la pointe extrême et délirante de cette logique-là, n'est-ce pas? Et les poètes, depuis toujours, disent qu'il y a sûrement une autre façon d'habiter le monde. Et de s'habiter soi-même, d'ailleurs, non pas dans le rapport dominant à l'autre, mais dans un rapport d'échange à l'autre. Ces questions-là, elles sont les questions qui ont fondé le politique depuis le début. Et depuis le début, la grande question, elle est là. Comment on essaie de passer d'un rapport de dominé à dominant, ou dominant à dominé, on va dire plutôt comme ça, à un rapport d'équilibre. Eh bien, je prétends, moi, que la poésie est une manière de penser ça. Parce que les poètes, depuis tout le temps, et là, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de cette démonstration, mais les poètes, depuis tout le temps, ils ne cessent de dire que les seules valeurs qui devraient nous permettre de penser, d'organiser nos sociétés, nos groupes humains, les seules valeurs absolues, ce sont des valeurs simples et primordiales. C'est-à-dire, la première, c'est la vie. C'est la vie intensément vécue, et vécue pour elle-même. C'est-à-dire au-delà de toutes les croyances, de tous les prétextes idéologiques ou comme on pourrait dire, je pense que la religion pour moi est une idéologie, tous les prétextes qui donnent raison de vivre, qui seraient toujours ces prétextes, accumuler, avoir du bien, vous voyez bien que c'est la logique générale, qui fait que donc le sens de la vie, pour faire un raccourci très rapide, c'est ce que disait un tel, n'est-ce pas, qui disait réussir sa vie, c'est avoir une Rolex à 50 ans, je crois. Voilà. Non mais vous voyez que je fais un raccourci, mais ça dit ça. Toutes les sociétés sont organisées autour de ça, et donc ça veut dire que les poètes disent exactement l'inverse depuis toujours. La seule valeur suprême, la seule chose qui justifie notre existence, notre présence sur Terre, ça serait de bâtir sa vie et de se bâtir soi-même en adéquation avec l'élément le plus positif de la vie. L'élément le plus positif de la vie, et c'est là que la poésie aussi nous donne plein d'enseignements, comment la poésie définit la vie. Elle est un éloge de la vie perpétuelle, mais pas dans une fonction un peu béate. Très concrètement, la poésie est un éloge de la vie intense, de la vie qui ne supporte pas les prétextes et les faux prétextes, et qui dit, au fond, la seule chose qui compte vraiment, la seule chose qui justifie notre existence, ce sont ces instants d'intensité où nous sommes pleinement vivants. Or, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ce que je disais dans un des poèmes qui a été lu, que je disais dans Levez-vous du tombeau, nous ne sommes pas pleinement vivants. Tout est fait dans nos sociétés pour que nous passions à côté de notre vie. C'est-à-dire que le fonctionnement social qui privilégie la réussite, le rôle et la fonction, si vous voulez, qui sont des leurs,
Il faut des rôles et des fonctions, il faut des fonctionnements sociaux. Les poètes ont le sens des réalités aussi, n'est-ce pas? Mais tous ces leurres-là nous font perdre l'essentiel, qui seul justifie l'existence, c'est-à-dire ces moments qui devraient être les plus nombreux possibles et qui sont que des exceptions dans nos vies, comme des échappées, comme de rares moments. Ces moments où nous sommes dans une adéquation parfaite avec le monde, dans son acception la plus large, le concret du monde et l'autre en face de nous, où nous serions dans une sorte d'harmonie et de justesse dans le rapport. Ce ne serait plus un rapport de domination, mais un rapport d'échange. Et ce que je définis ici, ou très rapidement, excusez-moi, c'est toujours un peu schématique quand on parle vite comme ça s'appelle l'amour ou l'amitié, non? Et quand je dis amitié ici, je le dis au sens latin de amicitia. Cicéron parlait de ça, n'est-ce pas? Cette amitié qui est l'amitié profonde, c'est le même mot, amour et amitié. Le même rapport à l'autre, qui n'est pas un rapport de domination, mais qui est un rapport d'échange réciproque. Un rapport d'équilibre, justement, et de justesse dans le rapport à l'autre. Je dis que tout poème parle de ça. Tout poème nous invite à renouer avec la part perdue de notre existence, de notre chemin existentiel, la part perdue qui est ces instants de vie où nous serions juste avec nous-mêmes, juste avec l'autre. Nous les vivons, ces moments-là, dans l'amour et dans l'amitié, que ce soit l'amour de l'autre, homme, femme, enfant, etc., ou l'amour pour ce qui nous entoure, le paysage, le règne animal, etc. C'est-à-dire, ça explique ce que je suis en train de dire, pourquoi, par exemple, tous les poètes ont placé si haut l'amour, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement de l'amour au sens des scripts des séries télé, n'est-ce pas, du rapport un peu névrotique d'un être à un autre, n'est-ce pas? D'un rapport, ben oui, c'est un peu comme ça, toujours dans le drame. Non, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de la recherche perpétuelle, jamais évidemment accomplie, d'une justesse dans le rapport à ce qui nous entoure, à ce qui n'est pas nous. Et ce que dit la poésie, c'est que cette justesse ne se peut qu'en se déprenant de soi-même, en valorisant ce qui est hors de nous, hors de notre propre conscience. Donc la poésie, c'est toujours un chemin d'ouverture de la conscience vers l'autre. Et tous les poètes vous le diront, le disent, l'écrivent. La poésie, c'est Rilke disait, c'est l'ouvert avec un grand O, il disait. Ou André Chédid, je prends exprès des choses très très loin, André Chédid disait, il faut sortir de notre étroite peau. Elle avait tout le fondement de sa poésie, c'est l'éloge de l'autre, elle allait vers l'autre, n'est-ce pas? Et l'autre sous toutes ses formes. Et la poésie, elle est comment dire, la seule garante de la vie, parce que la vie ne grandit et n'est une valeur que quand elle est dans cette ouverture, dans cette augmentation de soi par l'autre, par l'ouvert, par les limités, par le refus des clôtures, de tout ce qui enferme, tout ce qui clôt le regard, qui clôt le pas, qui clôt le geste, tout ce qui nous fait nous tenir sur notre lieu dans une maîtrise tranquille et assurée. Et vous voyez bien que c'est le grand malheur du temps, collectif. Ce n'est pas seulement en Europe, pas seulement avec Trump, c'est partout. C'est-à-dire que la logique qui est à l'œuvre dans toutes les cultures et toutes les sociétés aujourd'hui, c'est cette logique on voit bien, de l'enfermement, du retour sur soi, de la peur de l'ouvert, de la peur de l'inconnu, de la peur du sens autre, du sens qui dépasse. Or, la vie, ce n'est que ça. C'est la peur de la vie qui aujourd'hui gouverne. Et la peur de la vie, c'est le règne de la mort dans la pensée, de la mort dans nos gestes, dans ce que nous faisons, n'est-ce pas? Et on peut produire de la vie, on peut produire de la mort par sa parole, par son geste, par son pas ou par son non-pas, par son immobilité, etc. Nous sommes responsables, qui que nous soyons, de ça. Soit nous avons une compréhension poétique du monde qui est dans l'ouvert, qui est dans l'étreinte du réel. Et dans la compréhension du réel, au-delà de son immédiat, au-delà de sa demande d'efficacité, d'utilité, de pratique, bien sûr, cette part du réel, les poètes ne l'ignorent pas. Les poètes n'ont jamais nié qu'ils avaient mal aux pieds ou mal aux dents, et qu'ils vieillissaient, et qu'ils ont un corps, et puis qu'il faut qu'ils mangent, etc. Jamais les poètes n'ont nié ça. Ils sont, comme tout un chacun, les poètes sont des hommes parmi les hommes, ou des femmes parmi les femmes, sont des êtres humains parmi les autres, disons, et qui vivent exactement le concret du monde et cette demande-là. Mais
des poètes de plusieurs jours dire on ne peut pas s'en tenir là, c'est pas là que se trouve l'enjeu de l'existence. Vous voyez, cette question-là, elle est première. Je parle de politique, mais je parle de ça d'abord, n'est-ce pas? Parce que c'est le grand désastre, à mon avis, c'est justement, c'est qu'on a donné toute priorité, depuis toujours, au sens des réalités, dans notre vie personnelle comme dans la vie collective, mais depuis toujours, toutes les sociétés. Vous savez bien comment nous avons ça à la bouche quand nous devenons adultes, quand nous arrivons à l'âge de raison. Et nous, comme éducateurs, j'ai été éducateur, enseignant, etc., nous avons ça à la bouche comme une injonction absolue. Il faut avoir le sens des réalités. Mais tu n'as pas le sens des réalités. Ah, il y a un peu le sens des réalités. C'est ce que nous disent les politiques tous les jours. Sauf que Georges Perrault, c'est un poète que j'estime beaucoup, un poète un peu en marge, qui vivait à Douarnenez dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui a écrit des choses extraordinaires. Il a écrit un certain nombre d'aphorismes. D'ailleurs, je suis en train de les regrouper. On en fera un petit livre chez Folio bientôt. Vous pourrez avoir accès à ça. Et il a écrit des aphorismes fulgurants, dont celui-ci, qui pour moi dit tout du malheur du monde aujourd'hui. Il a dit « Le sens des réalités va contre le sens de la réalité ». Le sens des réalités va contre le sens de la réalité. Pourquoi aujourd'hui on va dans le mur, le monde va dans le mur? C'est qu'il a été gouverné en tout temps par le sens des réalités. C'est-à-dire que dans la hiérarchie des valeurs, le sens des réalités est tellement totalitaire, tellement injonctif, qu'il nous en fait perdre le sens de la réalité. Or, ils ne sont pas équivalents. Et même, il se trouve qu'ils sont antagonistes. Et que le problème d'une vie, individuellement comme collectivement et socialement, ça serait de prendre en compte le sens des réalités. Ce que je disais tout à l'heure, on est, il faut respirer, il faut manger, il faut boire, il faut prendre, avec le sens de la réalité. Et le sens de la réalité, c'est ce que j'essayais de définir très vite et maladroitement tout à l'heure, ce serait comment le plus grand nombre possible d'entre nous, sinon tous, parce qu'il faut respirer que ce soit tous, n'est-ce pas, nous vivions ajustés à notre vie, pleinement notre vie. Et qu'est-ce que c'est qu'une vie pleine et entière? C'est une vie qui s'assume complètement dans le seul fait d'être pleinement, de jouir non pas de l'avoir, mais de jouir d'être. Et cette jouissance d'être, vous la connaissez, et tous les poètes la célèbrent dans l'amour ou dans l'amitié. Et quand je dis l'amour et l'amitié, c'est exactement, je le répète, au-delà de ce qu'on en fait d'habitude, n'est-ce pas? C'est un principe général. C'est pour ça que tellement de poètes vantent l'amour comme Paul Éluard, grand politique, par ailleurs, n'est-ce pas, communiste comme on le sait, avec une vision généreuse du monde, etc. Et pour lui, l'amour était le maître mot. Et l'amour, ici, encore une fois, ça dépassait, bien sûr, il parle des femmes qu'il aimait, mais à chaque fois, c'est une métaphore d'une autre relation au monde, qui ne serait pas une relation de pouvoir, de possession, de violence, donc, n'est-ce pas? Et donc, il a écrit d'ailleurs un livre qui s'intitule « L'amour, la poésie ». Et cette association entre l'amour et la poésie, vous la trouvez chez plein de poètes, chez Aragon par exemple, mais bien avant. Et même chez Ronsard. Parce que regardez ce que je dis de la vie comme valeur suprême qui devrait être le sens de la réalité, qui devrait subordonner à ce sens le sens des réalités. C'est-à-dire, par exemple, pour faire un raccourci encore, vous y réfléchirez vous-même, faire un raccourci, c'est subordonner l'économique, le point de vue économique, à quelque chose qui est autre, qui est une vie intense et poétique. C'est ça qui serait une logique juste, qui assurerait un développement harmonieux et heureux de l'humanité. Et on a fait tout le contraire, puisque justement une vie poétique, c'est-à-dire une vie assumée, une vie dans la relation, on va dire, heureuse, dynamique au monde, dans l'ouvert, c'est exactement ce qu'on a marginalisé en le renvoyant à l'art ou à la poésie comme une, on va dire, une restriction de pensée, comme une note en bas de page. Passons, d'abord, assumons les choses sérieuses et nous aurons le temps un peu, tout d'un coup, de lire un poème, d'avoir un moment poétique en soi, qui serait un petit moment d'amour ou je ne sais pas quoi, vous voyez, en dévalorisant ça.
Vous voyez, j'essaie d'aller vite, mais de tracer une perspective qui est un renversement des valeurs. C'est pour ça que je dis que la poésie est révolutionnaire depuis toujours dans ce qu'elle propose, dans ce qu'elle dit. Vous savez, André Breton, on en a parlé des surréalistes, on a fait le 5 ans du surréalisme. André Breton a écrit cette chose aussi. L'amour, la poésie, c'est par ce seul ressort que la pensée humaine parviendra à reprendre le large. Mais aujourd'hui, on est très très loin de ça, on est à l'envers de ça. Et c'est pour ça que la pensée humaine est à l'encre. Parce que ce n'est pas par l'amour et la poésie, ce qu'incarne, manifeste la poésie, ce n'est pas le poème en lui-même, ce que manifeste la poésie, cette part la plus heureuse et la plus exigeante aussi de notre conscience humaine, n'est-ce pas? C'est pas ça qui vaut, hein, c'est tout le contraire. Je vous dis, c'est la clôture et la fermeture, alors que la poésie, c'est l'ouvert. Lire un poème, c'est se mettre, franchement, simplement lire un poème, c'est se mettre en situation de donner de l'importance. On y donne du temps déjà, et son attention, ce qui est essentiel. On se donne soi à quelque chose qui n'a pas de valeur pratique, mais qui est quoi? Qui naît le pur éloge de la vie, qui est le pur éloge de la vie intense, tout simplement. N'est-ce pas? Et ça fait, c'est-à-dire l'éloge du gratuit. Les poètes sont toujours des empêcheurs de vivre en rond, si je puis dire, de vivre en rond, comme nous faisons tous, n'est-ce pas? Parce que justement, ils déplacent complètement l'enjeu des choses, l'enjeu de l'existence, l'enjeu des actions de l'homme, etc. Et je suis très sérieux quand je dis tout ça. Là, je le dis un peu rapidement et avec des raccourcis qui amoindrissent la pensée, forcément, mais j'écris des essais parce que dans l'écriture, justement, dans une langue approfondie et nuancée, on dit mieux les choses. Mais grosso modo, c'est ça l'enjeu. Et je lis le monde d'aujourd'hui et le désastre du monde d'aujourd'hui, qui n'est pas un désastre nouveau. Aujourd'hui, on en voit les effets, parce que la logique, je dis, arrive à son terme. Cette logique folle qui nous gouverne depuis toujours, qui dit qu'il nous gouverne individuellement, autant que collectivement. Nous avons notre gouverne personnelle. Mais notre gouverne personnelle, en fait, c'est une gouverne que d'autres tiennent. Un gouverne, c'est un gouvernail. Hein. La gouverne, c'est un beau vieux mot, n'est-ce pas? On dit, on parle de sa gouverne personnelle, c'est ta gouverne, hein, n'est-ce pas? Ma gouverne. En fait, notre gouvernail, il est tenu par d'autres. Vous voyez? Et c'est ce qui nous gouverne. Et ce qui nous gouverne, je vous l'ai dit, quelles que soient, hélas, les cultures, les civilisations, les modes, etc. Regardez, moi j'ai été invité plusieurs fois en Chine, là, parce qu'ils m'ont publié mes poèmes en Chine. Je suis allé en Chine, je suis allé à Shanghai, etc. J'ai été reçu par des poètes le monde chinois, qui est un monde communiste, qui a de grandes réussites, hein, je peux vous le dire. Mais en fait, c'est des réussites de l'ordre du matériel. Et là-dessus, ils concurrencent parfaitement les autres réussites technologiques de l'Europe ou de l'Occident, etc. Mais au fond, le poète subit le même rejet dans une marge. Même si, quand même, par tradition, dans ces pays-là, comme dans le monde arabe, comme dans le monde sud-américain, la poésie reste une force très très puissante, parce qu'elle n'est pas un objet littéraire, un genre littéraire, un objet d'étude. Elle reste dans l'âme des peuples quelque chose qui le pressente comme ce lieu où subsiste la dignité de vivre, l'intensité de la vie. Quand je dis ça, c'est des grands mots, mais non, c'est très concret. Pourquoi Auschwitz, des gens qui étaient réduits à moins que rien, dont le règne nazi voulait faire des êtres, des animaux tatoués, qui mouraient dans la boue, qu'on tuait parce qu'ils gênaient le passage d'un SS, ils le tuent comme ça, c'est rien, la vie n'avait plus aucune valeur. Primo Levi raconte ça dans ce livre majeur qui est Si c'est un homme, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi à Auschwitz même on dit des poèmes? Ceux qui sont au bord de la mort, ils se sauvent d'une certaine façon. Ils renversent la logique de déshumanisation extrême, abjecte, ignoble, comme on sait, extrême des nazismes, simplement par la profération du poème. C'est-à-dire que la poésie est la parole subsistante de la vie réaffirmée. C'est pour ça que, quand on croit ça vraiment, et qu'on l'a éprouvé en lisant des poèmes, ce n'est pas une vue de l'esprit. Qu'est-ce qui justifie que je puisse affirmer une chose pareille?
que la poésie est la forme la plus haute de l'affirmation de la vie humaine et de la conscience humaine. Quand je parle de la vie, j'inclus cette conscience d'homme, libre, ouvert, dans l'étreinte de l'inconnu et du monde. C'est ça que j'appelle poésie. Voilà, vous voyez, cette chose-là, je peux l'affirmer, la poésie est si essentielle, si au cœur de l'humain et du destin humain, bien qu'on la marginalise, parce qu'elle dérange, parce qu'elle se présente du coup comme une objection au sens des réalités, à ce qui gouverne, l'obsession du pouvoir, de l'avoir, de la grandeur, etc. Elle est tout le contraire, donc elle gêne. Eh bien, qu'est-ce qui me permet de dire que cette valeur-là est essentielle? C'est qu'elle est partout. Il n'y a pas une culture humaine telle qu'on en a en tout cas l'écho, le vestige, et dans tout le monde entier, y compris dans les coins les plus anciens, ou les traditions les plus anciennes, dans les lieux les plus reculés. Il n'y a pas une culture, une civilisation qui n'ait pas ses poètes. C'est un invariant, c'est un absolu de l'histoire humaine. Partout, il y a des poètes. Qu'on les appelle Djaïli, chamans, des gens qui s'emparent de la parole et qui dressent la parole, non pas au nom du sens des réalités, pour enjoindre d'agir, pour indiquer des rôles, inscrire des fonctions dans la tête des gens, etc., ou faire un jeu d'offres et de demandes, etc. Ça, c'est l'ordre du troc et de la gestion du quotidien, nécessaire, évidemment, mais qui utilise la parole pour affirmer autre chose. Quoi? Ce que dit Ronsard, d'une seule phrase. Oui, vous voyez, je sais passer d'un poète à l'autre. Ronsard, il dit, dans un poème célèbre, il dit cette chose qu'on n'en mesure pas la conséquence quand on apprend par cœur à l'école. Il y a un poème qui dit « Vivez si n'en croyez, n'attendez à demain. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain. » En fait, il dit ça à quelqu'un qui est vivant, non? Eh oui, à la femme qu'il aime, hein? Enfin, une femme qui veut aimer. Mais c'est une parole d'une portée plus forte. Il y a beaucoup de pensées chez Ronsard, comme chez tous les poètes. Ça veut dire que si cette personne elle est vivante, ça veut dire quand il dit vivez, il dit vivez vraiment. Allez au plein de la vie. Alors, ça prend l'image de l'amour, hein, les amours de Ronsard. Mais encore une fois, chez les poètes, il ne faut jamais s'en tenir à la destination première du mot. Quand on parle de l'amour, on parle de bien d'autre chose. Vous voyez? Mais Aragon le disait, hein, ce qu'il appelait poésie, je ne sais plus, j'ai un texte, il dit c'est l'amour, l'amour, l'amour. Vous voyez, mais l'amour dans ce sens que je dis, qui est une image, au fond, une image pour dire, ou un mot, un terme, qui résume une intensité d'existence, c'est tout ce que j'essaie de dire, qui s'oppose à ce qui organise on va dire nos vies en général, tout simplement, sociales, morales, etc. La poésie, c'est toujours l'éloge d'un chemin autre et libre, n'est-ce pas, qui se dégage de toutes les obligations, etc. Donc, en fait, pour en revenir très concrètement à l'histoire d'avenir, parce que tout ce que je dis là, c'est un préalable à ce bouquin Avenir. En tout cas, c'est la pensée qui me permet d'écrire un livre que je n'ai pas écrit en 3 mois, j'ai écrit sur les 3-4 dernières années. J'écris un livre qui, comme le font la plupart des poètes, enfin la plupart des poètes, en tout cas que moi, qui font référence pour moi depuis toujours, quels qu'ils soient, que ce soit, je ne sais pas, Virgile, Rimbaud, Mayakovsky, Neruda, ou Lorca, ou je ne sais pas, enfin, je pourrais en citer tant, ou pourquoi pas Jean de la Croix, hein, parce qu'il y a quelque chose de commun chez tous les poètes, et c'est un grand poète, Jean de la Croix. Enfin, vous voyez, chez tous ces poètes-là, il y a... Mais attendez, je vois qu'il est déjà 7h10. Et comme il faut je vais peut-être faire une lecture à de nos amis là. On va lire un poème au milieu pour d'abord que ça rompra un peu mon baratin, puis je repars après et je vous parle d'avenir. Non mais ce que je veux dire simplement avant qu'elle va le dire, ce poème, pour finir ma phrase ou le mouvement de ma pensée, c'est que si je peux écrire avenir, c'est-à-dire poser la question du destin collectif, c'est au nom de cette pensée de la poésie. Compte tenu du désastre, effectivement, de tout ce qui nous, aujourd'hui, dément
tout ce qui est, peut-être en quoi nous croyons, nous tous qui sommes ici. Si vous êtes ici, c'est que vous y croyez tous à un degré ou à un autre, à quelque chose qui est... je pense que ce qui vous fait être ici, c'est que vous avez une curiosité, une ouverture de la conscience, un besoin même de la conscience qui est de toujours comprendre et s'interroger sur le destin. Je dis bien le destin individuel et collectif, sinon vous ne seriez pas là. Et donc, je crois que s'il y a une légitimité à la poésie de parler au cœur du désastre, à quoi bon des poètes en temps de détresse, disait Hölderlin, à la fin du XVIIIe siècle aussi, n'est-ce pas ? Si les poètes sont essentiels, s'ils constituent justement un point d'appui, c'est en fonction de tout ce que je vous ai dit avant. Et ça, je vais le développer après la lecture du poème. Nous disparaîtrons peut-être, fantômes au ventre épais, aux rêves fondus dans leur graisse. Nous disparaîtrons probablement. Pas la terre. Elle se promet de beaux jours sans l'homme, un avenir de ronces joyeuses, de forêts ruisselantes, d'ouragans sans remords. Si un Dieu avait fait la terre par amour de la beauté, par amour sublime de l'inutile, pourquoi mettre dans le fruit ce ver, l'homme? La terre nous renoncera au nom même de la beauté, de l'inutile et sublime beauté qui tourne dans les ciels et lentement s'efface, comme lointainement en nous s'effacent les jours qui nous aimèrent. Seul peut-être nous survivra ce que nous avons bâti de plus ferme, de plus sensé, de plus silencieux. La pensée, légère comme un nuage, sans usage et sans destin. La pensée qui se forme à nos lèvres dans un baiser, sans demande et sans réponse. Une buée d'être. Cela seul, en quoi l'homme égale en mérite l'art et les temps. Cela en quoi seulement l'homme vaut l'air qu'il respire. Alors, justement, je vais rebondir sur le livre maintenant, parce qu'au fond, tout aboutit à ça. La question qui se pose à moi quand j'écris ce livre et qui se pose à vous, c'est quels sont les points d'appui aujourd'hui dans un monde où, effectivement, la logique, j'ai dit mortifère, est à l'œuvre et qu'elle aboutit peut-être à sa logique même que des penseurs avaient déjà signalé avant, hein, même d'une certaine façon des contradictions du capitalisme, rappelez-vous, ça a été pronostiqué. Bref, on arrive à une sorte de point de non-retour que tous les égoïsmes qui ont fondé nos politiques, je veux dire au sens large, hein, vous comprenez ce que je veux dire, au sens très très général, n'est-ce pas? Les politiques, c'est-à-dire les organisations des communautés humaines, des cités humaines à travers l'histoire, quelles que soient les traditions, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient amazoniennes, qu'elles soient du nord de l'Europe ou de l'Afrique. Pareil en Afrique, n'est-ce pas? On voit aussi des rois, on voit aussi des princes, on voit aussi des viols, on voit aussi de la violence, on voit aussi tout ça partout pareil. Et donc, vous voyez, la question qui se pose à moi, c'est voilà, qu'est-ce qui est un point d'appui en face de cette logique mortifère qui est maintenant aboutie au pire, où tout s'effondre de ce en quoi nous croyons. C'est-à-dire, si nous sommes ici, là, c'est que je dis, nous sommes tous mus par un désir de conscience qui s'ouvre, de conscience insatisfaite, par bonheur, intranquille, et que ce désir de conscience nous fait plus humains. Bon, alors, au fond, qu'est-ce qui nous donne espoir, malgré tout? Moi, je dis ça, que j'écris des poèmes, et j'ai toujours pensé que la poésie était le point d'appui pour lire le monde, pour comprendre le monde. Et le comprendre, moi j'ai eu des options politiques, j'étais un militant syndical, je fais des manifs très volontiers, etc. Je ne pense pas ma vie et ma vie de poète indépendamment de ma vie sociale et de citoyen. Et tout ça va ensemble, et j'essaie de le mettre ensemble.
C'est ce que j'essaie dans ma pensée qui avance comme ça, comme elle peut, j'essaie de vous faire sentir qu'il y a un point d'appui, quelque chose, un imprévu ou un impensé dans tout ça. C'est qu'est-ce que la poésie a à voir avec ça? Comment elle est une source de lecture du réel et surtout une sortie. Peut-être est-ce là que pourrait s'en sortir l'humanité, par la poésie. Alors évidemment, quand je dis par la poésie, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que représente et manifeste la poésie dans l'histoire humaine, pas le poème en lui-même. Un poème ne va pas nous sauver ni de la maladie, ni d'un char. Évidemment. Non, ce que manifeste la poésie, qu'on a toujours mis de côté, qu'on a toujours ridiculisé, marginalisé, comme un truc sentimental ou un truc gentil ou une petite échappée de rêve de temps en temps. Si on prend les poètes au sérieux et la poésie au sérieux et qu'on voit ce qu'elle propose comme alternative, eh bien, qu'est-ce que ça donne comme société? Moi, je suis poète, je ne suis pas un homme de programme, je ne suis pas, justement, chacun à sa place. Mais je dis, et je suis écouté, puisque je suis invité, y compris dans des think tanks, on pense des choses comme ça, dans des lieux très inattendus, où ça commence à prendre, c'est mon idée. Mais il y a une chose qu'on n'a jamais pensée, si on met le principe poétique au cœur de la pensée politique et sociale, qu'est-ce que ça donne? On dit, mais c'est impossible, c'est pas possible. Je dis, ben, pour moi, c'est la seule solution pour s'en sortir. Parce que c'est un renversement des valeurs, et ce seul renversement des valeurs, c'est une révolution au sens propre. C'est ce seul renversement des valeurs, et d'en voir les conséquences concrètement, économiquement, socialement, écologiquement, etc. C'est ce seul renversement de valeurs qui permet un avenir, qui garantit un avenir. Parce que toutes les autres hypothèses, elles sont fondées toujours sur le principe initial que j'ai essayé de décrire un peu rapidement, l'obsession du centre et réalité, l'économique, la finance, etc., etc., la maîtrise du bien matériel, n'est-ce pas, etc. Toute cette part de l'humain qui importe, que je ne méprise pas, mais qui a pris toute la place. Et donc, qu'est-ce que la poésie revendique? Elle revendique dans toute cette histoire-là, au milieu de tout ça, elle revendique l'humain. Et la revendication de l'humain, elle est exigeante, elle est forte, elle est violente même. Parce qu'elle fait violence à tout ce qui domine dans nos esprits, à tout ce qui nous gouverne, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle est un renversement tel qu'on me dit c'est impossible. Et moi je dis, ben, si vous dites que c'est impossible, l'avenir est impossible. Parce que moi, voilà ce que je dis aujourd'hui. Je suis convaincu que le seul avenir possible pour l'humanité, c'est-à-dire un avenir qui garantit un avenir lointain au moins, c'est-à-dire qui peut-être repousse, en tout cas, la mort annoncée, le désastre des violences qui s'annoncent, qui n'est pas nouveau, parce que moi, quand j'étais jeune, on parlait déjà, j'entendais René Dumont, cet écologiste qui faisait rigoler tout le monde à l'époque, qui faisait 0,5% aux élections présidentielles, qui disait, mais le grand problème du XXe siècle, ce sera l'immigration, ce sera l'eau. Il disait ça en 1960 et quelques. Vous vous rendez compte? Donc c'est pas nouveau. Le désastre, on le voit bien, la logique où elle amène. Il y a eu tout un tas de pensées politiques qui disent attention, c'est mortifère, cet égoïsme qui voit, on fait du bien, on accumule, mais au détriment non seulement de la planète, mais de l'humain. Puisqu'on sait bien qu'on se sert de l'humain comme on se sert du pétrole. Tout ce qu'on peut dire sur l'objectif. La façon dont on fait des hommes, on réifie l'homme, n'est-ce pas? Il n'est plus qu'une fonction et un rôle dans toutes les sociétés autour de nous, c'est ça. Et ce dont nous souffrons individuellement, je parle du collectif, ce dont nous souffrons individuellement, c'est ça. C'est que tout fait de nous des choses. Nous sommes réifiés, nous sommes réduits à des identités limitées et à des rôles et des fonctions. Quelle place sinon dans le processus social? Aucune. Et donc, quelle objection fondamentale à cette logique délétère, létale, qui fait de chacun d'entre nous une chose? Eh bien, la poésie. Parce que le seul fait de dire un poème, voyez Auschwitz, c'est la preuve absolue. Le seul fait de dire un poème, c'est réfuter la logique qui vous réifie, puisque c'est la logique du nazisme, qui est la logique extrême de ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'être humain réduit à une chose.
Une rôle, une fonction. Mais regardez quand tellement de gens souffrent dans le monde social aujourd'hui, au travail, dans la relation humaine. C'est que la relation humaine est complètement gouvernée par le rapport de pouvoir, par le rapport de domination, par le rapport d'efficacité, d'utilité, qui fait que l'homme est un rouage, un élément. Vous savez, Charlie Chaplin l'a dit, hein, les artistes l'ont dit. Charlie Chaplin l'a dit dans les temps modernes. Les temps modernes annonce le malheur d'aujourd'hui. L'homme n'est qu'un rouage. Et Charlot, c'est le poète. Et rappelez-vous comment il fait, il rend folle la machine. Il est le grain dans le rouage. Et oui, et les poètes, on va dire, la poésie, c'est le grain dans la machine. Et moi, si je crois à la force d'objection politique du poème aujourd'hui, c'est que le seul fait de lire un poème, et je le dis à des jeunes, comme à des vieux, à n'importe qui, le seul fait de lire un poème, de prononcer 3 vers d'un poème, c'est renverser toute cette logique-là, puisque c'est dire une parole qui n'a aucune utilité pratique. Et une parole qui ne vise qu'au chant, C-H-A-N-T, de l'être, de la vie. Eh bien, c'est l'amour, la poésie, la poésie, vous voyez, tout ça ensemble. Et la poésie est une chose très sérieuse, parce qu'elle a ce pouvoir d'objection. Et que face à des traders, à des Trump, etc., le poète est irrécupérable. Parce qu'on n'est pas dans le même champ, la même logique, n'est-ce pas? Alors, je pourrais en dire beaucoup plus sérieusement. Je voudrais finir sur cette part-là, parce que je vois que le temps avance, sur cette part-là qui est essentielle dans ma réflexion. Et qui va vous parler tout de suite. Qu'est-ce que peut le poème? Alors moi, j'écris un livre pour dire il y a un horizon poétique et j'essaie de dire poème à poème, dans la poésie qui pense, qui est, j'espère, émue aussi, et qui émeut, mais qui pense, parce que la poésie, c'est de la pensée émue, n'est-ce pas? Alors, j'écris un poème où je dis, regardez, oui, le désastre est là, mes poèmes sont sans concession là-dessus. La terre nous renoncera, je dis, elle va nous foutre dehors, ça c'est sûr. Ouais, bon, on part de cette vision lucide. Le poète, tous les poètes sont lucides, ils commencent par parler de la mort. Christian Bobin parlait tous les jours de la mort pour donner la force, pour faire apparaître la force de vie et l'importance de l'amour. Je pourrais citer d'Aragon, c'est pareil. Et donc, il y a dans ce livre, j'essaie, poème à poème, de dire voilà ce que peut la poésie, en quoi elle manifeste une objection de fond, de principe, et une objection concrète, n'est-ce pas? Et donc je dis, lire des poèmes, et je dis aux jeunes, allez lire des poèmes. Lisez pour vous. Dès que vous lisez un poème, vous échappez à toutes les assignations, à des sens réduits, à des rôles, à des fonctions. Vous échappez au rôle de consommateur de smartphone ou de tablette. Bien sûr, moi aussi, j'ai le sens des réalités, j'ai une tablette et j'ai mon téléphone. On vit dans le monde où on vit. Et je ne culpabilise pas pour ça. Mais je dis, là, vous ne vivez pas. Là, vous remplissez un rôle, une fonction. D'abord, vous remplissez la caisse de ceux qui fabriquent ces choses-là. Et ensuite, vous êtes gouverné. On sait très bien que les écrans nous gouvernent et gouvernent nos consciences. C'est-à-dire elles indiquent à nos consciences où aller, quoi faire, comment penser, comment être. Donc c'est une manipulation de la conscience extraordinaire. Et j'ai dit, bon, si on en est déjà conscient, c'est bien, et il faut travailler à cette conscience-là, ça ne suffit pas. Il faut objecter à ça la logique inverse. Le seul fait de dire un poème, vous renversez cette logique-là, vous y échappez. Et je dis ça à des jeunes, ils l'entendent. Ils l'entendent très très bien. Parce qu'ils voient très bien que la poésie, le moindre poème, fait entendre le diapason d'un autre ordre de l'existence. Et le seul ordre de l'existence qui leur importe, quand on les regarde les yeux dans les yeux, quand ils ont 17 et 18 ans, qu'est-ce qui importe dans la vie? L'amour, quoi, hein? L'amour de l'autre, le rapport à l'autre et le rapport au monde. Ils ont une passion pour leur terre qui disparaît, les jeunes. Et donc, la poésie, réarme en nous d'abord le sens de la beauté et de la valeur de tout ça, de la vie. Et c'est pas rien, puisque c'est tellement dévalorisé. Et un seul verbe suffit des fois. Et ça nous indique donc qu'il y a un autre ordre de l'existence que l'ordre des mécanismes dans lesquels nous sommes enfermés. Et donc, il y a ça, mais il y a aussi cette chose, et je finis là-dessus, c'est que la poésie, j'ai dit, le seul fait de la proférer, elle est une contestation. Oui, pourquoi? Parce que ce qui caractérise la poésie, et c'est vrai de tous les arts bien sûr, mais plus de la poésie que tous les arts, c'est qu'elle manifeste une chose. Quel est le moyen d'asservissement de ceux qui nous gouvernent, de l'économique, de la finance, de l'oppression sociale?
Quel est le grand moyen aujourd'hui? Et qui est depuis toujours, mais qui est plus que jamais le moyen, qui a les moyens, qui a les véhicules, qui a la force de persuasion, pour que sournoisement ça nous asservisse. Eh bien, ce moyen, c'est la langue. C'est la langue dominante. Tout se joue dans la langue, voilà ce que je crois. Le combat premier, il est dans la langue. Et je n'ai pas attendu qu'il y ait les mensonges des complotistes, des Trump, etc., qui ont une parole performative, c'est-à-dire, pas une parole, une langue performative. Je dis ça, ça existe. C'est vrai. Vous voyez? Non, ça existe depuis toujours. C'est le principe de la langue ordinaire. La langue ordinaire, elle nous vole le réel. La langue de tous les jours, elle nous vole le réel. Elle nous dit qu'une toute petite part du réel, elle est efficace, elle est tout à fait inventée pour ça, n'est-ce pas? Pour gérer le quotidien du réel, pour gérer ce que j'appelle le concret et l'immédiat de la vie. Et bien sûr, cet ordre de l'existence qui est importante, pour prendre un rendez-vous chez le dentiste ou acheter un beefsteak, enfin on a besoin de ça, ou pour dire simplement avoir des conversations sur l'organisation de nos journées, etc. C'est essentiel, cette part de l'existence est essentielle, je ne la nie pas, je ne suis pas un rêveur, mais je dis que la langue qu'on utilise tous les jours, et celle que les enfants utilisent, que les jeunes utilisent, que nous utilisons, c'est une langue asservie, une langue appauvrie, une langue fermée, une langue qui est justement destituée de tous les pouvoirs vrais de la langue et qui est réduite à un seul pouvoir, une seule puissance, la puissance d'assujettissement de la conscience par simplification. C'est-à-dire que chaque chose est réduite à son sens minimum et unique et impératif, qui permet de faire de vous des êtres de la réponse au stimulus. C'est-à-dire que la langue nous donne informe un rapport au réel. La langue induit violemment un rapport au réel qui est un rapport purement mécanique et utilitariste, un rapport de productivité et de rentabilité, pour tout. Et cette langue dominante, j'ai dit, ça a toujours été le cas de la langue moyenne, la langue ordinaire, elle sert à ça. Depuis toujours. On en a besoin d'une langue univoque, qui, je dis quelque chose, vous comprenez immédiatement, et vous fait faire immédiatement quelque chose. Il n'y a pas de latence du sens, il n'y a pas d'inquiétude du sens, il n'y a pas de doute. Je sais ce que je dis et vous comprenez immédiatement. Ah, c'est efficace. C'est comme à l'armée. Hein, on dit quelque chose, hop, tu me comprends. On n'a pas le temps qu'il y ait un doute sur le sens. Bon, cette langue-là est indispensable, c'est là qui nous permet aussi de gérer notre survie, n'est-ce pas, dans le quotidien, dans le concret du monde. Mais si on n'a que cette langue-là, on appauvrit le réel. Notre relation réelle est qu'une relation d'usage, je veux dire d'exploitation des choses et des êtres. Et ne les prend que dans ce qu'ils me rapportent comme bénéfice ou ce que moi je leur donne dans ce qu'ils me demandent. Et donc, cette langue-là, je vais très vite, cette langue-là, c'est une langue qui n'a pas de doute, qui ne questionne rien, qui n'est pas une langue interrogative, qui est une langue affirmative, une langue d'affirmation, et d'affirmation pure et sûre d'elle-même. La table, c'est la table, la porte, c'est la porte, l'heure du repas, c'est telle heure, et à 20h, il y a le journal à la télé. Cette langue-là, elle n'a pas de doute, elle n'a pas de contestation possible, elle est vraie. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est vraie. Elle dit le vrai. Sauf qu'elle ne dit quoi du réel? Justement, elle dit de toute chose une part de cette chose définitivement réduite. Et en face de ça, en face de cette logique-là, cette langue qui réprime tout doute du sens, tout élargissement du sens, pour un être, pour son geste, son sourire, ses cheveux, sa marche, ou pour une table, une pierre, un oiseau. Je veux dire, il y a cette langue qui dit de la chose que ce qu'elle est. Mais ce qu'elle est, ce n'est pas la vie. Parce que dans la vie, les choses, et dans votre vie, chaque chose est une richesse de sens impossible à nommer, à inventorier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les poètes. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple très simple d'une chaise. On dit une chaise, c'est un élément du mobilier fait pour s'asseoir. Ça, c'est le principe de la langue courante. Heureusement que ça existe. On sait de quoi on parle. Sauf que ce n'est pas vrai. Bon, c'est vrai, je me suis assis sur une chaise. Donc c'est un sens de la chaise. Mais tout le monde ici est monté sur une chaise pour changer une lampe ou pour attraper quelque chose, parce que j'ai jamais vu dans le dictionnaire chaise, élément du mobilier fait pour monter dessus quand on est trop petit. Et pourtant, c'est un usage aussi courant que de s'asseoir. Et avec des jeunes, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme autre sens de la chaise?
qui ne sont pas forcément dans le dictionnaire, mais qui sont des sens aussi. Par exemple, on se bagarre dans les bistrots avec des chaises, tous les jours. Mais oui, par exemple, les enfants jouent avec des chaises. Ils fabriquent des cabanes, ils fabriquent des trains. On n'a jamais vu dans le dictionnaire chose faite pour jouer pour les enfants. Mais c'est-à-dire que le sens des choses, il n'est pas seulement celui que nous lui assignons dans le dictionnaire et dans l'ordre du consensus et de la bienséance du sens. Il est ce que la vie en fait. Et je vous ai dit, la vie, c'est le mouvement. La vie, c'est ce qui déborde du sens prévu et indiqué. Et la poésie, c'est ça. Pourquoi c'est ça? La poésie, c'est la vie. La poésie, c'est simplement la langue qui dit la vie. Et qu'est-ce que c'est que la langue qui dit la vie? C'est la langue qui illimite le sens des choses. Qui nous dit justement que ce qu'on nomme, ça a plus de sens que ce qu'on en croit. Et c'est le principe de tout poème. Il donne un sens nouveau au mot de la tribu, disait Mallarmé. Mais ce sens nouveau, il est infini. Il n'y a pas un sens nouveau, il y en a 1000. Et si vous lisez un poème, chacun ici va le lire différemment. Et dans un poème, la moindre des choses prend une valeur de sens illimitée. Tout d'un coup, la moindre des choses devient poétique, c'est-à-dire au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elle devient dans l'ouvert du sens. Elle devient de l'inconnu. Et qu'est-ce que fait le poème? Il nous rend l'inconnu du connu. Donc il augmente le réel. La poésie, les poètes sont ceux qui augmentent le réel, qui nous font sentir et comprendre l'au-delà du sens immédiat et infini. Bon, bref, les poètes inventent une langue qui est une langue de la question, une langue qui interroge les choses. Un sourire, un geste amoureux. C'est-à-dire qu'on peut dire je t'aime. Je t'aime, c'est un exemple que je donne toujours, il est facile à comprendre pour tout le monde. On peut dire je t'aime, ok. Mais on peut dire aussi à la place du ciel, je mettrai ton visage. Les oiseaux ne seront même pas étonnés. Ou on peut dire aussi, il n'aurait fallu qu'un instant de plus pour que l'amour vienne, pour que la mort vienne. Mais une main nue, alors, est venue, qui a pris la mienne. Ou je peux dire aussi, ma renarde pose ta tête sur mes genoux, je ne suis pas heureux, et pourtant tu suffis. Je pourrais dire, voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Je pourrais en dire tellement, tous les poètes ont inventé une manière différente de dire je t'aime. Toi la seule, et j'entends les herbes de ton rire, ça c'est Éluard. Avant c'était Char, enfin c'est tous des poètes que vous connaissez. Eh bien, regardez, c'est exactement pour toute chose ce que fait la poésie. Elle libère la langue de nous tous, qui est une langue asservie. Vous savez, Georges Bataille a écrit cette phrase magnifique. Il a dit « Nous n'aurions plus rien d'humain si le langage en nous devenait tout à fait servile. Or, nous y sommes. Nous perdons notre humanité parce que le langage est servile. Parce que le langage en nous, en plus, est servile. Pas seulement le langage extérieur, mais nous avalons et nous parlons le langage des smartphones, des télés, des radios, de tout ce qui traverse. Le même langage, la même langue appauvrie, univoque, qui ne dit de réel que la part de surface du réel, la part immédiate du réel. Jamais votre sens à vous, humain, ici, n'est dans votre immédiateté, dans l'apparence que vous avez. Je ne comprends chacun d'entre vous que dans la fréquentation, d'un regard appuyé, d'une longue attention. L'attention, qu'est-ce que c'est l'attention? C'est ce qui donne prix et distance et profondeur à un galet comme un visage. Et c'est ce qu'on appelle l'amour, l'attention. L'amour n'est que le mot d'une attention généreuse et attentive, je veux dire attentive à la beauté de l'autre, c'est-à-dire à l'inconnu de l'autre. On appelle ça la beauté, mais c'est son mystère, son inconnu, sa part indépassable. Or, voyez, la langue qui domine partout, c'est la langue qui nous prive de ça, qui fait que toute chose est réduite à son rôle de fonction, à sa valeur marchande, au sens des réalités. Qu'est-ce que disait Victor Klemperer? Je parle politique là, plus que jamais. Victor Klemperer, qui était un juif allemand, qui est resté emprisonné, qui n'est pas emprisonné, il s'est caché, il s'est terré. Il était en Allemagne nazie, il ne s'est pas enfui, donc c'est un grand intellectuel. Et il a écrit un livre pendant tout le temps de son enfermement, où il risquait tous les jours évidemment d'être déporté, etc. Il a écrit un livre sur la langue du Troisième Reich. Et il écrit ceci dans ce livre, cette phrase extraordinaire. Il dit, le principe, d'ailleurs je l'ai là peut-être, oui, l'essentiel dans la tyrannie, de quelque nature qu'elle soit, c'est la répression du questionnement. Eh bien, ça explique toutes les tyrannies aujourd'hui. Les tyrannies réelles, c'est-à-dire les pays gouvernés par des monstres totalitaires,
ils interdisent tout questionnement. Non? Ouais. Et c'est vrai aussi de nos démocraties. Puisqu'on substitue à la langue de questionnement, qui est la langue poétique, une langue de la réponse immédiate et de la clôture du sens. La répression du questionnement explique la répression de la poésie. Et inversement, manifester la poésie, c'est faire un bras d'honneur, je le dis comme ça. C'est lever le front, c'est dire « vous ne m'aurez pas ». J'ai une langue libre. Et c'est ma dernière liberté irréductible. On n'enlèvera jamais à personne cette liberté-là si on le rend... C'est pour ça qu'on fait écrire des jeunes, c'est pour ça que je dis à tout le monde, lisez des poèmes, pour relégitimer en vous ce que vous avez, cette parole libre qui vous permet de dire des choses qui n'est pas prévues, attendues, consensuelles, conventionnelles. Ce qui vous permet de renouer avec la part la plus libre de vous. Ce que Rimbaud appelait la liberté libre. Il ne disait pas seulement la liberté. Il savait que le mot liberté était fatigué, justement, dans le langage courant. Alors il dit la liberté libre. Fait surenchère, n'est-ce pas? Mais voilà, la poésie, c'est ce qui s'oppose frontalement à toute tyrannie. Tyrannie du sens, tyrannie sociale, etc. Parce qu'elle libère le langage. Donc, si vous voulez, il y a une action très concrète. Et une façon d'agir, de résister. Alors, pour le coup, on est vraiment dans le terme de la résistance. Aujourd'hui comme avant, n'est-ce pas? Comme dans les années 40. Dans les années 40, dans les grands lieux d'oppression, qu'est-ce qui reste comme objection majeure? C'est le poème. Je vois, j'ai un ami qui est le cousin d'un gars qui est actuellement en prison en Iran, qui est un otage en Iran. Grondeau, il s'appelle. Et il m'a fait savoir que ce jeune homme souhaitait lire, qu'on lui envoie des poèmes. Mais dans toutes les prisons, c'est des poèmes qu'on lit. Et comme nous sommes tous en prison, que le langage en nous est servile, et si notre langage est servile, notre conscience est servile, puisque c'est par le langage que notre conscience invente son rapport au monde, ou subit son rapport au monde. Alors, si notre langage est servile, il y a un moyen d'affirmer partout sa liberté. C'est de parler poème, de dire poème, de lire le poème, de manifester le poème. Je suis sûr de ça. Un des grands moyens d'oppression aujourd'hui, c'est cette langue bouffée par, non pas l'anglais, mais une sorte de pseudo-langue qui emprunte à l'anglais, mais qui est la langue du commerce, la langue du libéralisme marchand, la langue donc de l'efficacité immédiate qui fait de chacun d'entre vous un producteur et un lecteur du réel dans son rapport de productivité. Eh bien, en face de cette langue-là qui bouffe tout, regardez, qui enlève la vie aux choses, on dit plus un banc public, on dit du mobilier urbain. C'est cette logique de cette langue, qu'elle emprunte à l'anglais ou pas. Souvent, on l'emprunte en anglais parce que c'est un anglais d'efficacité. Mais c'est une langue technologique, une langue qui enlève, qui essaie d'être le plus scientifique possible, entre guillemets, la plus technocratique possible, la plus ajustée dans le concept, la plus étroite dans le concept que le mot révèle, et pour éviter tout mouvement de sens. On ne dit plus une gare. Dans une gare, il y a les tchétchous, il y a les locomotives dans notre mémoire, il y a les rencontres sur le quai de la gare, il y a les mouchoirs. Si je dis le mot gare, il y a tout ça, il y a nos départs d'enfance, il y a tout l'imaginaire de la gare, il y a la peur aussi du grand départ, enfin il y a tout ça. Mais maintenant on ne dit plus ça, on dit pôle plurimodal. Mais oui, j'ai vu ça, moi je vous jure, c'est vrai. Eh bien, regardez comment on substitue tout d'un coup, petit à petit, à la langue. Parce que nous savons tous depuis toujours, et les sociétés avant nous, et les locuteurs avant nous, ils savent bien que la langue ordinaire, elle est un instrument de pouvoir et d'asservissement sur le réel. C'est pour ça qu'on a inventé les argots. L'argot, c'est une poétique populaire, mais une poétique du langage. C'est inventer des mots qui n'existent pas dans la langue, des mots illégitimes, mais qui disent des choses que la langue ordinaire ne dit pas. Vous voyez ? Et c'est pour ça il y a eu des inventions populaires du langage qui sont aussi des manières d'échapper
Mais le rap a été ça, hein. Et la langue des banlieues, et la langue des jeunes, comme on dit depuis toujours, c'est une langue qui récuse la soumission à un ordre commun de la langue, n'est-ce pas? Alors là, c'est une volonté de rébellion parfois un peu naïve et comme celle de l'adolescente, mais le principe est juste. Le principe, c'est que c'est par la langue qu'on institue un ordre, et un ordre d'oppression et de commandement. Et donc, quand nous nous réapproprions la langue, nous réapproprions la langue, nous nous sauvons de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, partout où nous sommes, par le fait que la poésie est le diapason d'une autre façon de vivre, d'autres valeurs dominantes, rien que parce qu'elle manifeste ça, elle est objection à l'ordre qui nous écrase. Et parce qu'elle est une langue libre, elle est objection à la langue qui nous a servi. Donc c'est pas rien. Ce sont des instruments efficaces. Ce sont des instruments, évidemment, plus on serait nombreux à lire le poème, à parler poème, à croire à la force d'éveil du poème, à la force de contestation du poème, plus on sera nombreux, plus ça fera objection. Vous voyez? Et donc, évidemment, il faut oublier la poésie qui est un simple divertissement, parce que la poésie étant dérangeante, on la récupère comme tout ce qui est dérangeant, et on en fait une chose charmante pour enfants qui dit poème pour la fête des mamans. Sauf que c'est pas ça, la poésie, c'est pas un affect gentil. Beaucoup des poètes que j'ai cités tout à l'heure, beaucoup sont morts de leur engagement dans la poésie, ou ils ont fait de la prison. Nazım Hikmet, par exemple, le grand poète turc, mais 30 ans de prison, mais au vide, hein. Et puis bien d'autres, je pourrais en citer tant et tant, n'est-ce pas? Des poètes de Lorca, fusillés par... voilà. Et parce que l'engagement, c'est pas seulement un engagement citoyen, c'est un engagement citoyen. Mais c'est un engagement de poète au nom de la poésie. Lisez Neruda, n'est-ce pas? Voilà, je m'arrête. Ouais. Il nous manquait une information tout à l'heure que va nous donner Gisèle. Une importante information. Il y a un poème encore. Pas maintenant. Bon, c'était pour vous annoncer la prochaine conférence qui portera donc sur les Jacobins. Et ce sera pour la première fois une conférence à 2 voix, parce que ce sont 2 historiens qui viennent d'écrire un livre, un essai sur le mythe politique français qu'est le jacobinisme. Voilà, donc là aussi derrière, il y a l'image révolutionnaire évidemment d'un club de pensée, Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité, etc. Et le premier réseau politique organisé, il y en a eu évidemment aussi dans l'Aube. Voilà, donc ce sera le 1er avril, ici même et à la même heure. Voilà. Merci Gisèle. Avant de passer aux questions, il nous reste 2 poèmes. Ouais. Non. Merci. C'est mieux de finir par des poèmes. Nous ne saurons jamais ce que voulait de nous la terre, ni ce bleu infini qui la retient comme un visage de miroir. De qui l'aventure humaine sera-t-elle le souvenir? De quoi la trace déchirée? Oh, je sais la question aussi vaine qu'un clou planté dans l'eau. Mieux vaut parler peut-être du repas de demain ou du vieillissement du jour à la terrasse, puis lasser ses chaussures et descendre au jardin. Et pourtant, l'homme n'existe que de tenir tout entier dans la question. Nous ne saurons jamais pourquoi toucher les lèvres de ses lèvres ou un cœur du regard est de siècle en siècle la seule vérité qui tienne. Comme toujours, revient comme une grâce la fleur mille fois poussée. Je crois à la renoncule du baiser qui pousse sur tous les morts amassés, sur toutes les ruines humaines. Et je crois que l'homme a un avenir s'il s'avance en toute chose
choses désormais peuvent en s'excuser. Homme, avec un H minuscule, qui tiendrait le ruisseau, l'orange, la renoncule, pour des grâces victimes. De la parole. Nous ne sommes plus gens de parole. Depuis que nous avons quitté le silence. C'était quitter le pays natal. On entend le chant du loriot qu'après une nuit de silence et le tremblement des feuilles quand il n'y a plus de vent. Voilà une parole vraie. L'infime croissement du silence. Qui l'écoute se sait vent. C'est comme avant de dormir dans l'oreille le croissement du sang. Plus la parole est loin de la bouche, plus nous l'entendons mouvante. Voilà pourquoi les amants se parlent à l'oreille. Le niveau de ta bouche embrasse l'oreille de la bien-aimée. Le baiser est donc la parole la plus juste. Le cri est une parole jetée, un cœur expulsé, fier, qui tombe dans le vide. Quand il arrive que le murmure, ou le chant, ou le poème à voix basse, proche parent du silence et des lèvres, trouve en l'autre l'éternité. Voulez-vous que la parole ait la couleur de vos yeux, la valeur d'un visage, qu'elle excède sa propre mort? Donnez-lui seulement, oh, donnez-lui la beauté traversante d'un baiser ou d'un poème. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes pour les questions, parce que vous savez que M. Siméon repart là-haut dans son Olin un peu parisien. Allons-y. Ouais, alors moi j'en ai une petite. C'était un peu en comparant Stabat Mater Furiosa à ce que tu as écrit là. En fait, il y avait vraiment de la formulation de choses sombres et profondes. Et j'ai eu l'impression en lisant ce qu'on a lu de Avenir que c'est comme si c'était plus la peine de les nommer, en fait, que ça se passait ailleurs. Et moi, c'est quelque chose qui me pose question, parce que quand j'écris, il y a des moments où je suis super en colère et je sais pas comment dire ça. C'est compliqué d'échapper à ce que tu disais, à ce qui gouverne, ce qui technique, enfin ce qui rend les choses techniques, la violence en fait. La violence, c'est en fait rien que des fois de la formuler, c'est comme si on était emprisonné dedans en fait. Alors que j'ai l'impression que dans ce recueil-là, c'est complètement déjoué, ça se passe ailleurs. Et est-ce qu'il y a un trajet que tu as fait dans ce sens-là? Je ne sais pas si je suis claire. Oui, oui. Non, de toute façon, un livre n'est jamais qu'un autre pas sur le chemin, donc on est toujours différent, puisque l'instant d'après nous fait différent de l'instant d'avant. Donc moi, tout ce que j'écris, ce livre-là, il porte en lui tous les livres d'avant, où il les dépasse d'une certaine façon, puisque sur le chemin, un pas dépasse l'autre, mais il n'existe que parce qu'il y a eu les autres pas. D'accord ? Bon, voilà, pour dire ça. Maintenant, la question de fond que j'entends dans ce que tu dis, Camille, c'est la question de comment la langue poétique
peut comment se libérer, peut-être, par exemple, justement, de la langue qui nous vient immédiatement. C'est tout le problème du poète et c'est tout l'effort du poète. Et quand à un moment, j'enseignais la poésie, où je faisais des ateliers d'écriture, comme beaucoup de poètes, le premier chemin qu'on essaie de faire prendre à qui n'écrit jamais de poésie, c'est ce chemin de l'arrachement. Il faut s'arracher de la bouche et d'abord de long. C'est pas seulement dans la bouche, c'est en nous que la langue servile. Il faut s'arracher cette langue servile, cette langue qui dit tout de suite ce qui est attendu, prévu, on a envie de dire les choses. L'adolescent, il a envie de dire quelque chose, sa tristesse, son mal-être, etc. Et il va dire « je suis triste, je ne suis pas bien ». Eh bien oui, mais la poésie, ça ne peut pas être ça. C'est pas la vérité du sentiment allié. Sauf que les mots qu'il utilise font que ça devient un stéréotype. Et que ça reste dans la langue commune. Ça ne dérange personne. Il dit un stéréotype. Et il s'enferme, lui, dans un stéréotype de sens. Ce que je dis à un jeune, c'est que ta souffrance, quelle qu'elle soit, grande ou petite, ton inquiétude, ton amour, ton désir, il est que de toi. Et il faut trouver dans le langage habituel l'autre langage, il faut le dépasser, il faut aller s'arracher au langage habituel, c'est vraiment un arrachement, et aller trouver cette autre langue qui t'attend et que tu dois inventer, en fait. Inventer au sens qu'on invente un trésor, on invente un trésor dans un champ, vous savez, l'expression, ça veut dire on le trouve, en fait. Hein. Invenere en latin, ça veut dire trouver. En fait, il faut aller trouver cette langue derrière la langue. Et tous les poètes inventent une langue, au XXe siècle comme avant. Avant, même ceux qui utilisaient le verbe régulier, ils inventaient une langue dans la langue. C'est-à-dire que la langue de Ronsard n'est pas la langue de Villon, à peu près à la même époque, un peu différent, mais enfin bref, si vous voulez, ou la langue de Boileau ou de Malherbe n'est pas la langue de La Fontaine. C'est-à-dire que chaque poète invente son propre langage, et on reconnaît Éluard à l'oreille, comme on reconnaît Guilvic, pour citer deux poètes du XXe siècle, ou je parlais de Rilke ou Neruda. Et ils ont leur langue, au-delà qu'ils parlent l'espagnol ou le français, hein, ou le russe, je ne sais pas quoi. Non, chaque poète invente sa langue. Et c'est un effort, c'est très difficile. Essayez de trouver cette langue qui se libère de tout ce qui est prévu, de tout ce qui est déjà prévu pour nous, pour dire le neuf des choses. Comment je dis, par exemple, je parlais de l'amour, comment je dis l'amour ? Alors, bien sûr, je peux employer des images un peu « je t'aimerai toujours » mon amour, comme disent les jeunes slameurs. Je leur dis « mais vous n'inventez rien, là. Vous me dites qu'un stéréotype, c'est rien, ça n'a pas d'intérêt. Il faut inventer quelque chose, il faut faire... Lisez Éluard, il vous donnera des idées. D'une seule caresse, je te fais briller de tout ton éclat. » Voilà, c'est tout. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Ce qui est absurde en soi. La courbe des yeux qui fait le tour du cœur... Vraiment Éluard. Sauf que quand vous dites ça à n'importe qui, la courbe de tes yeux, vous dites « Ah, c'est génial !» Il n'y a pas plus beau pour dire. Mais littéralement, ça ne signifie rien. C'est complètement stupide. Mais vous voyez, il faut trouver cette langue. Et chaque poète invente sa langue dans la langue. Et Hugo l'a fait magnifiquement. C'est pourquoi on lit Hugo et plus les autres poètes. Ils étaient des milliers de poètes autour d'Hugo. Enfin, en tout cas, il y en avait des centaines très connus à l'époque, autant qu'Hugo, et qu'on ne lit plus. Il y a ceux qu'on lit, c'est sur ceux qui ont inventé une langue. Le Hugo, c'est du Hugo. Hein. Il est absolument génial d'un bout à l'autre. Il est parfois emmerdant parce qu'il est très fort, mais donc il en fait un peu trop. Mais on est tous comme ça. Il faut se méfier de nous-mêmes quand on a inventé sa langue. Mais regardez, vous pouvez lire René Char. René Char, exactement à la même époque que Saint-Jean-de-Perse. Ça n'a rien à voir. Et chacun a inventé sa langue, qui est reconnaissable immédiatement. Son ton, sa manière, la façon dont il utilise les mots, etc. Donc voilà, c'est ça pour dire que le travail d'écriture, si on parle du travail d'écriture, il faut bien savoir que apprendre à écrire des poèmes, moi j'incite tout le monde à le faire, à essayer. On n'a pas besoin de devenir poète et de publier, mais c'est apprendre à prendre un chemin inattendu. Et aujourd'hui, renouer avec ça, l'écriture avec le stylo, pas forcément. Moi, j'écris toujours avec un stylo. J'utilise la tablette ou mon ordi pour du courrier. Mais dès que j'écris le poème, le rapport du papier, le rapport du corps qui écrit, la lenteur que ça impose, l'engagement du corps que ça impose, c'est tout à fait autre chose. Ça donne une autre vérité au texte.
Et donc, voilà, on pourrait parler des heures de ça, hein, du travail d'écriture. Mais je crois que c'est aussi un moyen d'échapper à tout ce qui nous enferme. C'est des gestes de sécession, c'est des gestes réfractaires, c'est des gestes de rébellion. Je dis dans un poème, je parle de la révolution instantanée du poème. C'est-à-dire qu'il suffit de dire un poème, de faire ça, hein, de dire un poème, où que vous soyez, et c'est une révolution. Parce que ça renverse le monde dans lequel on est. C'est tout le contraire du monde dans lequel on est. Par la langue, par ce que ça dit, par l'objectif du poème, etc. Donc je crois à ça, cette force-là. Voilà, bon, une autre question peut-être. Il y a d'autres questions peut-être? Moi, oui, d'accord. C'est très bref. Merci. Comme j'ai l'impression que parmi les hommes politiques et les femmes politiques, il n'y a pas beaucoup de poètes, enfin, ils n'ont pas beaucoup de grammes de poésie en eux. Est-ce que vous comptez, Monsieur Siméon, vous présenter aux prochaines élections? Même si ce n'est pas pour être élu, mais pour... On va poser déjà la question. Question un peu rhétorique peut-être, mais merci. Non, franchement, chacun à sa place. Je rencontre des politiques. Ils m'invitent parfois à parler avec eux. Et moi, je parle avec ceux qui m'invitent. Ça m'est arrivé, franchement. Il y en a de tous bords qui m'ont écrit parce qu'ils avaient lu La poésie sera pas le monde, des députés, des machins comme ça, voilà, des machins comme ça, excusez-moi, des êtres engagés dans le politique, de toutes sortes, ou des éloges, ou mes poèmes. Il y en a qui entendent ce que je dis. Mais après, le problème, c'est que entre entendre et faire le chemin que ça impose. Mais il y a, par exemple, je me rappelle une sénatrice écologiste qui avait lu de mes poèmes dans un discours, je l'ai su après, à Lille. Il y en a comme ça qui le font, qui ont lu de mes poèmes. Donc c'était une manière de dire, il y a quelque chose là. Mais moi, franchement, moi j'ai une action, je veux dire, un engagement citoyen. J'ai fait ça dans ma vie beaucoup. Maintenant, depuis des années, c'est à travers la poésie que ça passe. Parce que j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui s'engagent d'une manière ou d'une autre. Mais ce que j'ai tellement travaillé et réfléchi là-dessus, je me dis, tiens, il y a quelque chose à proposer intellectuellement là. Et donc, mon dialogue, moi je suis invité par des psychanalystes, l'Association nationale des psychanalystes de France, ils m'ont invité. Donc je parle à des gens très différents et je suis très content de ça. Parce que ce que j'essaie de faire entendre, ça doit toucher tout le monde. Après c'est pas moi qui vais faire un programme. Vous voyez ce que je veux dire? Rapidement, monsieur. Est-ce qu'on peut considérer que la poésie est un art? Un art? Un art. Elle induit de la musicalité, oui, une forme de musique. Et comme pour une peinture, est-ce qu'on peut y voir quelque chose de... Je l'ai dit, c'est de la lutherie. Mais la poésie est un art, absolument. Oui, oui. Moi, je le revendique comme ça. Et c'est un art parmi les arts. Je dis simplement, je l'ai écrit ça, la poésie est au cœur de tous les arts. C'est-à-dire le principe poétique, pas le poème, mais le principe poétique est au cœur de tous les arts et même le fondement de tous les arts. C'est-à-dire que ce qui fait un musicien, ce qui fait un chanteur, ce qui fait un homme de théâtre ou un sculpteur ou un peintre, ça vient de ce principe poétique qui est cette saisie absolument intransigeante et violente de la conscience qui récuse le sens donné. Si on a ça en soi, et les jeunes l'ont, hein, mais c'est vite réprimé, parce que ça c'est une révolte. C'est la révolte de Rimbaud, etc. C'est-à-dire justement dire non, je ne me le tiens pas pour dit. Et à partir du moment où vous êtes dans le questionnement pour tout, pour la forme, la couleur, tout ce qu'on nous dit du monde, qui est dans des nomenclatures, des catégories, des grammaires. Moi j'étais prof, j'enseignais la grammaire, mais je suis poète, j'enseigne la contre-grammaire. Alors c'est pareil, et c'est fait exprès. Et j'assumais les deux quand j'étais prof. Je veux dire, et justement, la question elle est qu'il faut apprendre la grammaire de tout. De tout. Il faut avoir une vie sociale, il faut apprendre la langue ordinaire et on va être inclus dans la société. Moi, je veux que tout le monde, et j'étais prof, j'enseignais la norme de la langue. Et donc, il faut apprendre cette norme. Et dans tous les domaines de la vie courante, il y a des normes qui nous permettent de vivre en cohésion sociale, n'est-ce pas? Donc, il y a la norme de l'habillement, il y a la norme du déplacement du corps, il y a toutes ces normes-là, il y a la norme de la voix. Et puis, il y a ce qui transgresse la norme, qui est l'art. Pour la voix, c'est le chant,
quel qu'il soit, le flamenco, le jazz ou le chant de la cantatrice. Et pour le corps, c'est la danse, que ce soit le hip-hop ou que ce soit Caroline Carlson ou Pina Bausch. Vous voyez, chaque langage que nous avons un langage pour tout, qui codifie le réel, qui l'organise, qui le catégorise, mais donc qui l'enferme et l'immobilise, et le tue. Il est indispensable, mais il tue le réel. Il immobilise. Si on immobilise, on tue. Une chose immobile est morte. La vie, c'est le mouvement. Bon, c'est aussi simple que ça. Donc, je veux dire que tout ce qui dément ça, dans le geste humain, eh bien, ça s'appelle de l'art. Et les hommes ont inventé l'art pour ça, pour contester, pour aller au-delà du sens de toute chose, du sens du pas. Le sens du pas pour nous tous, c'est aller d'un point à un autre. On se met debout et on ne se lève pas pour dire « tiens, je suis debout ». On se lève pour aller quelque part. Et à partir du moment où on se lève pour dire « tiens, je suis debout » et je me monte debout, ou je me vis debout, on est dans la danse déjà. Le principe de la danse, on est dans l'absurde. Mais il n'y a rien de plus poétique que d'être debout dans un champ face au soleil, sans rien faire, les yeux fermés, comme ça. À poil, c'est encore mieux. Je veux dire, dans une sorte de liberté tout d'un coup, de toutes les nomenclatures, la nomenclature du pas, parce qu'il y a une nomenclature du pas. Et pour tout, à partir du moment où on joue sur le vêtement, on poétise des vêtements. C'est la façon la plus simple de contester l'ordre social, c'est de s'habiller de façon atypique. Les jeunes connaissent ça. Hein, et ben, de sortir d'une norme. Seulement, c'est la plus facile. C'est bien plus difficile de sortir du prêt-à-porter de la langue. Et de d'habiller la langue follement. Alors, on peut l'habiller follement en faisant comme beaucoup, en mettant de l'argot, mais ce n'est pas si facile de la libérer vraiment. On peut aussi la coutrer de façon un peu caricaturale. Par exemple, il ne suffit pas de faire, pour le dire en 2 mots, de faire d'alexandrin ou de l'octosyllabe bien rimé, et dire tout d'un coup la langue, elle s'habillerait propre sur elle, à l'ancienne, avec peut-être une plume dans les cheveux, quoi. Bah oui, mais ça, non, ça ne fait pas de la poésie, ça ne fait pas de l'art. Il faut trouver ce qui réinvente la langue aujourd'hui. Alors que, évidemment, l'alexandrin a réinventé la langue quand il a été inventé, vous imaginez. Lorsque Roubaud écrit sur l'histoire de l'alexandrin. C'était une révolution, l'alexandrin. Faire s'arrêter au bout de 12 syllabes. C'est absurde, non? Ouais, mais c'est trouver une musique dans la langue extraordinaire. Sauf qu'après, à force de l'utiliser, cette musique, elle est devenue ritournelle. Il a fallu inventer autre chose. Et Hugo, le premier, a dit « je vais tordre le cou au vieil alexandrin ». Hugo. Il a compris que la langue, que cette forme inventée géniale, elle tournait en rond. Et après, d'autres ont réinventé l'alexandrin. Il y a des poètes d'aujourd'hui qui utilisent cet alexandrin de façon très moderne, très juste, et qui font entendre un autre alexandrin. C'est bien 12 syllabes, mais c'est pas... Alors, la rime ne fait pas la poésie. Non, la rime ne fait pas la poésie. Enfin bref, la poésie est un art, en tout cas, oui, comme tous les autres arts, mais je dis au cœur de tous les arts. D'ailleurs, tous les grands artistes que je connais, j'en connais dans tous les genres, la chanson, la peinture, la danse, je travaillais beaucoup avec Caroline Carlson, tous sont des passionnés de poésie. Ils lisent de la poésie. Vous avez de grands cinéastes, si vous les interrogez, ceux qui vont vous dire qu'ils lisent, c'est des poètes. Voilà, merci Jean-Pierre. Ouais.